Bonjour Madame Fraisan. Vous êtes avocat au barreau de Paris et président du cercle La Rupture. Tout à fait. Et vous êtes très engagé pour l'instauration des principes démocratiques dans votre pays, Oui. le Congo-Brazzaville. Tout à fait. Organisé le 24 avril 2015, une grande conférence internationale sur le respect de l'ordre constitutionnel en Afrique. À cette occasion, vous avez interpellé vos compatriotes sur la nécessité d'organiser la société civile au Congo pour faire barrage au projet de changement de constitution du président Denis Sassou Nguesso. Pensez-vous avoir été entendu? Je pense que sur cette question, je ne pense pas avoir été entendu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu amer quand on constate un peu ce qui s'est passé, parce que nous, on a organisé cette conférence en conviant notamment les Burkinabés. Donc il y avait mon confrère Guy Hervé Cam, à l'époque porte-parole du Balai citoyen, ainsi que le ministre Augustin Louada, qui tous les deux ont été à la manœuvre pour empêcher que le président Blaise Compaoré puisse changer la constitution et donc se maintenir au pouvoir. Donc ce qui fait que eux, ils sont venus ici en France pour participer à cette conférence et ils nous ont instruits sur le fait qu'il était nécessaire d'organiser une société civile pour faire en sorte que la question du respect de l'ordre constitutionnel, qui est avant tout une question citoyenne, devrait intéresser les Congolais en tant que citoyens avant d'être des militants ou des partisans d'un parti politique. Donc c'était important sur ces points, et c'était aussi important parce que, voyez-vous, au Congo-Brazzaville, les partis politiques, en général, ont des ancrages ethniques. Donc, ce qui fait que quand un parti politique monte au créneau pour vilipender le projet de changement de constitution, les autres Congolais vont tout de suite dire que c'est des gens, des Congolais de telle tribu ou de telle région qui veulent renverser le pouvoir. Donc, du coup, on ne voit pas trop le motif ou la cause du combat, mais on voit plus le rattachement ethnique de la personne. Donc ce qui fait que nous, on avait déjà anticipé ça en se disant que si on laisse aux hommes politiques le soin de porter en avant ces combats, ça ne pourra pas aboutir parce que le Congo a trop de clivages ethniques. Donc il fallait que cette question soit traitée par la société civile qui, elle, est apolitique, et en s'y prenant bien, en essayant d'intéresser la jeunesse congolaise sur la base de la citoyenneté, il y avait quelques raisons de croire que ça pouvait prospérer. Mais malheureusement, d'ailleurs moi-même, j'ai été sollicité quasiment 4 jours avant le 20, donc le 16 octobre, par des jeunes organisés au sein du mouvement citoyen Ras-le-Bol pour être leur porte-parole ici en Europe. Et je suis passé par Télésud pour encourager donc à la désobéissance civile du 20 octobre. Et j'ai donc appelé la jeunesse à se mobiliser pour barrer la voie à ces changements de constitution qui étaient une forfaiture. Et malheureusement, l'organisation sur le terrain n'a pas été conséquente, puisque moi-même j'ai été saisi que 4 jours avant. Et donc les hommes politiques, les opposants en tout cas, n'ont pas été à la hauteur de l'organisation qu'exigeait l'ampleur du défi qui leur était posé par le régime en place. C'est ce que je peux dire sur ces points. D'accord, merci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un engagement citoyen. Parce que vous savez, le contrat social, c'est la Constitution qui fonde un État. C'est par la Constitution que nous pouvons dire que nous sommes des Congolais. Une fois qu'il n'y a plus de Constitution, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. Ça veut dire qu'on n'est même plus citoyen congolais, puisque c'est la Constitution qui fonde tout. Et une fois que la Constitution est touchée et atteinte, tout citoyen congolais, peu importe de quelle région il vient, peu importe qui il est, ce n'est pas une question politique, c'est une question de citoyenneté. Et moi, en tant que citoyen congolais, je ne peux pas accepter ou laisser faire que la constitution qui fonde le pays d'où je viens soit foulée aux pieds pour les ambitions d'une seule personne et de sa famille. Que pensez-vous de la constitution de la plateforme dite de la société civile autour de M. Massango Tiassé et Marion Michel Menzima? Écoutez, ça c'est une très bonne question parce que déjà il faut dire que cette plateforme a été mise en place, il me semble, le 9 novembre 2015, donc on va dire après la forfaiture du 25 octobre, c'est-à-dire le référendum qui a été organisé de façon
illégitime et illégale au Congo-Brazzaville. Et alors moi je suis perplexe sur cette initiative. Pourquoi je suis perplexe? Parce que déjà donc, le 7 novembre, quand on parcourt le profil donc du professeur Marion Michel Manzimba, le 7 novembre, quand on parcourt son profil sur Facebook, on constate qu'il fait une sortie dans laquelle il dit que donc, le changement de constitution est une forfaiture. Par conséquent, il faut s'organiser pour barrer la route à cette forfaiture qui instaure donc une crise dont il faudrait régler soit par une violence légitime, par la négociation ou par d'autres voies. Donc j'ai trouvé cette sortie cohérente par rapport aux attentes du moment. Le 9 novembre, donc, il y a la sortie officielle, en tout cas il y a l'exposé des motifs et des principes donc, de cette plateforme, dans laquelle on peut dire que cette plateforme vise précisément à mener toute action pour rejeter et nier donc, la constitution, la prétendue constitution issue de la forfaiture que le régime en place voulait ou veut imposer aux Congolais. Et d'ailleurs, dans cette publication, cette plateforme précise qu'elle tire sa légitimité d'action qu'elle entend organiser par la suite du préambule de la Constitution du 20 janvier 2002. Donc c'est pour dire que pour les organisateurs, les animateurs de cette plateforme, la seule constitution légitime pour eux, c'est celle du 20 janvier 2002. Alors par extraordinaire, le 17 novembre, il me semble, il y a donc une sortie du professeur Marion Michel Manzimba qui, de façon extraordinaire, nous dit qu'une fois que la Constitution est promulguée, on ne peut plus rien faire, et donc il faudrait donc accepter le fait accompli en cherchant plutôt à négocier avec le régime. Alors moi je trouve ça déjà incohérent, d'autant plus que le professeur Marion Manzimba est réputé, notamment dans ses postes, à pointer du doigt les incohérences de l'opposition, d'ailleurs à juste titre. Et là, moi, je le ramène un peu dans ses propres incohérences, parce qu'on ne peut pas, d'une part, animer ou être le vice-président d'une plateforme qui se veut de défendre l'ordre constitutionnel issu du 20 janvier 2002, et par ailleurs, appeler les Congolais à accepter le fait accompli de la promulgation d'une constitution qui est nulle et non avenue. Donc moi, je pense que là, il y a un jeu trouble, parce que ces jeux troubles me rappellent un peu des mauvais souvenirs, parce que vous savez, en 1997 au Congo-Brazzaville, après la chute du régime issu des élections de 1992, qui était un régime légitime, issu de la constitution de 1992, déjà, le professeur Marion Michel Manzimba nous avait déjà fait la démonstration qu'on pouvait réguler une démocratie par un coup d'État. Bon, ce qui fait que souvent, pour se dédouaner, il nous dit souvent que ce sont des approches juridiques qui n'ont rien à voir avec des approches politiques. Mais moi, je pense qu'il faut rester cohérent. Et moi, je me méfie. Je me méfie et je me dis que déjà, une plateforme de la société civile qui est mise en place après la forfaiture, alors qu'il aurait fallu la mettre en place en amont, c'est-à-dire avant l'organisation du référendum, pour mobiliser les populations sur place et donc les inciter à se soulever comme il se doit, et que cette plateforme soit mise en place. Je vois un peu l'opportunité du moment. Moi, je soupçonne que c'est une manière de constituer une force qui va servir dans les négociations pour demain peser et espérer avoir des strapontins dans un gouvernement qui pourrait voir le jour demain. Donc moi j'appelle à la vigilance des jeunes, je demande aux jeunes Congolais de faire très attention et de ne pas se laisser embobiner par des discours qui souvent ne sont que des discours et pas les réalités. Voilà. Donc bon, après, je vois qu'ils vont encore nous dire que vous êtes en France, là-bas, il n'y a pas de problème, nous sommes sur le terrain. Mais je dirais que nous, ici en France, on fait le boulot. C'est-à-dire que nous, on passe dans les médias, on fait du lobbying ici, on fait notre travail comme il se doit. Donc ceux qui sont sur le terrain et qui chaque fois nous disent que nous sommes sur le terrain, donc vous qui êtes là-bas, vous ne prenez pas des risques, qu'ils nous fassent aussi la démonstration qu'ils sont sur le terrain. Donc moi, je suis plutôt perplexe avec cette initiative de la plateforme de la société civile qui a été mise en place par M. Massengo Tchassé et le professeur Marion Michel Manzimba. Je suis perplexe et une fois encore, je demande aux jeunes d'être vigilants et de ne pas se laisser embobiner. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ces points. Merci beaucoup, Maître Brice Nzamba.
Constitution face au passage en force du président Denis Sassou Nguesso suite à la mascarade référendaire du 25 octobre 2015 et à la promulgation de sa Constitution. Voilà, en fait, ce que je peux dire, moi, par rapport à la mascarade référendaire du 25 octobre et à la promulgation de la Constitution, de cette nouvelle Constitution, moi, je dirais que déjà, cette Constitution, en tout cas celle d'aujourd'hui, est nulle et non avenue. Pourquoi? Parce que la Constitution du 20 janvier 2002 ne prévoit pas le cadre par lequel le régime actuel est sorti ou souhaite sortir de cette Constitution. Donc déjà, le référendum en lui-même était déjà illégal et illégitime, et il ne peut pas sortir quelque chose d'illégal et d'illégitime d'un référendum qui est nul, qui est illégal et illégitime. Voilà. Donc les juristes savent c'est qu'est-ce le principe fraude corromput omnia, c'est-à-dire que la fraude corrompt tout. Donc quand on organise une chose de façon frauduleuse, il ne peut pas en sortir quelque chose de légal et de légitime. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui au Congo-Brazzaville, on est dans une situation juridique monstrueuse. Alors monstrueuse pourquoi? Parce qu'on a des institutions actuelles qui sont issues d'une constitution, donc celle du 20 janvier 2002, qu'on nous dit qui n'existe plus, puisqu'on a promulgué une nouvelle constitution. Et il y a une nouvelle constitution qui est promulguée et qui n'a pas force exécutoire. Pourquoi? Parce que les institutions qui sont prévues dans cette fameuse nouvelle constitution ne sont pas installées. Donc on est dans une situation où les institutions actuelles qui fonctionnent sont issues d'une constitution qui soi-disant n'existerait plus, et il y a une nouvelle constitution qui est promulguée qui au final n'a pas d'effet, puisque les institutions actuelles ne sont pas issues de cette constitution. Ce qui veut dire que la situation juridique du Congo-Brazzaville au niveau des institutions est une situation monstrueuse, et qui fait que, à la vérité, les institutions qui ont cours aujourd'hui, c'est les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002. Par conséquent, la Constitution en vigueur ne peut être que la Constitution du 20 janvier 2002. C'est une question de logique juridique de base. Donc, moi, je pense que la position que devaient avoir tous les combattants de la liberté au Congo-Brazzaville, c'est simplement de ne pas reconnaître le référendum et non plus la promulgation de la Constitution qui a été faite, et de ne pas donner du crédit et de la force à cette forfaiture, parce que la forfaiture reste la forfaiture. Parce que ce que le régime en place va faire, c'est d'essayer de négocier avec certains opposants et certaines plateformes de la société civile pour donc que ces forces-là, ces forces d'opposition, ces forces dites de la société civile puissent reconnaître cette constitution, pour que véritablement cette constitution, qui est une forfaiture, sorte de la forfaiture de droit pour acquérir une force politique. Parce que si cette constitution acquiert la force politique, à partir de là, donc une constitution qui est acceptée par toutes les forces vives de la nation, cette constitution, avec cette force politique qu'elle va acquérir, pourrait par la suite prétendre à une sorte de légitimité politique, légitimité juridique. Donc il faudrait faire très attention, il faudrait que l'opposition reste ferme et ne reconnaisse pas cette forfaiture, puisse appeler à des actions de désobéissance civile pour faire comprendre à la communauté internationale qu'il y a bien une crise au Congo-Brazzaville qui est causée par la forfaiture qui a été organisée le 25 octobre 2015 et exiger du régime le retrait pur et simple de ce qui juridiquement n'existe pas, c'est-à-dire que de cette constitution qui n'en est pas. Donc je pense qu'il n'y a qu'une position cohérente qui vaille la peine d'être défendue, c'est de dire que la promulgation de cette constitution est nulle et non avenue, puisque les institutions actuelles sont des institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002. Par conséquent, cette constitution est toujours en vigueur. Parce que si ce n'était pas le cas, il aurait fallu que les institutions actuelles tombent avec la Constitution du 20 janvier 2002, si elle était tombée, et mettre en place des institutions issues de la forfaiture. Or, aujourd'hui, ce sont les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002 qui sont toujours là, et donc c'est cette Constitution qui est toujours en vigueur. Donc il ne faut surtout pas tomber dans le piège qui consiste à dire « oui, bon, quand une Constitution est promulguée, on n'y peut rien, il faut accepter ». Il ne faut surtout pas accepter. Parce que précisément accepter, c'est donner de la vigueur, c'est donner de la légitimité politique à cette Constitution et par conséquent faire acquérir à cette Constitution une force juridique par la suite. Donc l'opposition doit rester ferme pour ne pas reconnaître cette Constitution.
ainsi que la société civile. J'espère qu'elle existe et qu'on est en train de l'organiser, en tout cas avec les jeunes, parce que moi je pense que pour l'avenir du Congo, il faut plus miser sur les jeunes, parce que les aînés sont dans une culture politique que nous, au sein de la rupture, on a toujours combattue, qui est une culture de politique liée à l'ethnie et à la tribu. Donc nous, il faut qu'on instaure, qu'on parle aux jeunes et qu'on dise aux jeunes, même vous qui vous organisez au sein des associations qui soutiennent le régime en place, vous devez vous dire que ces gens-là, ils vous manipulent. Ils vous manipulent, ils vous utilisent et à leur fin, même s'ils vous font contribuer aux richesses qu'eux, ils prennent du trésor public. Mais sachez qu'un jour, quand le peuple souverain va se soulever, vous allez comprendre qu'on ne peut pas, qu'il n'est pas cohérent, il n'est pas intelligent d'être du côté de l'oppresseur. Voilà, donc je pense que la jeunesse doit s'y ressaisir et se dire que nous ne pouvons pas accepter la forfaiture. D'ailleurs, je veux citer le général Norbert Dabira, puisque il y a un livre qu'il a écrit, excellent livre, Brazzaville à feu et à sang, pour justifier pourquoi en 1997 ils avaient pris les armes. Alors c'est très intéressant, parce que quand on lit le général Dabira à la page 11, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la loyauté implique respect et obéissance aux institutions légales. Être loyal signifie obéir aux lois de l'honneur, de la probité et de la droiture. Peut-on dire qu'obéir aux lois de l'honneur signifie accepter de compromettre sa conscience en obéissant à un ordre illégal et arbitraire? Obéir à la probité, est-ce accepter de se rendre coupable des actes d'un pouvoir sanguinaire, absolutiste et anticonstitutionnel? L'obéissance à la droiture peut-elle se confondre avec l'acceptation de la violation permanente des droits de l'homme, des libertés publiques, y compris le droit à la vie? Eh bien non. Voilà, donc le général Dabira, dans ses livres, pour justifier pourquoi ils avaient pris les armes en 1997, nous dit dans son livre que eux, ils croyaient, pour ma part c'était à tort, mais ils croyaient que le régime de Lissouba était illégal, était anticonstitutionnel et était arbitraire. Cela justifiait donc en tant qu'officier qu'il puisse se soustraire des ordres du président Lissouba qui, d'après la Constitution de 1992, était quand même le chef suprême des armées. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure où on a un chef d'État avec son clan qui décide personnellement de pouvoir détourner les institutions de l'État pour leur seul dessein. Et aujourd'hui, on n'a aucun officier digne de ce nom qui monte au créneau, non pas, je ne dis pas pour prendre les armes, mais au moins pour pouvoir être, je dirais, le catalyseur quand même de cette force morale qu'on devrait avoir quand les institutions de l'État sont attaquées. Personne ne monte au créneau et le général Dabira ne dit rien. Et nous comprenons que le Congo, à la vérité, les hommes politiques comme certains officiers sont plus liés par des liens, des allégeances tribales qui est véritablement pour la République. Voilà, donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a une obligation simplement de servir la probité, de servir la loi, de servir la justice. Et être probe, c'est être en conformité avec ce qui est juste. Ce qui est juste précisément, c'est de faire respecter la Constitution du 20 janvier 2002. Il n'y a pas d'autre issue. Et je pense que tout Congolais ou tout ami du Congo devrait s'opposer à ce que la forfaiture du 25 octobre 2015 ne puisse devenir une réalité. Et voilà. Il faut s'opposer à cela et s'opposer. Voilà. Expliquez-vous la désorganisation de l'opposition congolaise, la corruption qui règne et quelle résolution pour la jeunesse congolaise face au risque de la pérennité de la dictature? Papa dans le quartier, grâce à Dieu, président des retraités. Grâce à Dieu, champion de Ludo. De Damien fils champion d'Awalé. Après avoir milité dans au moins 17 parties, supporté toutes les équipes. Quand il fait son bilan, PMU a tout ramassé. Son petit jeton, il a tout mis dans le cheval. Plein de problèmes dans la maison. Le plus dangereux, c'est la mort subite. Un repas par jour, précisément à 16 h. Après ça fait ta prière pour que demain te trouve. Quand tu regardes tous ces pétards, tu es dépassé tellement il te fait pitié. Mais lui il s'en fout, il n'a pas de problème. Il a plutôt des projets pour son deuxième mariage.
nous on faut rien, c'est nous on fout rien, c'est nous on a rien, on n'a pas pitié de nous. Moi, c'est que, à propos de la désorganisation de l'opposition, il faut déjà retenir une chose, c'est qu'il y a eu des opposants qui sont devenus opposants suite au projet de changement de constitution au Congo. Donc, je pense par exemple à Parfait Brice Kolela ainsi qu'à Okombi Salissa. À mon avis, c'est un peu dans un calcul de candidature à l'élection présidentielle. Voilà, parce que il y a des ambitions au sein de cette opposition. Il y a beaucoup des présidentiables, des opposants qui se considèrent comme présidentiables. Et donc, ce qui fait que les ambitions des uns et des autres, à un certain moment, quand ça entre en compétition, ça peut parfois s'y retourner contre l'efficacité de la lutte. Donc, je pense que le premier point, c'est déjà le fait que l'opposition congolaise était d'accord à l'époque, je veux dire au moment où il fallait se mobiliser contre le référendum du 25 octobre, tout le monde, tous les opposants étaient d'accord pour empêcher ces référendums et donc empêcher au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Pourquoi? Parce que précisément ça leur permettrait, eux, d'espérer avoir un boulevard pour la présidence. C'est-à-dire qu'il y a donc Brice Parfait Kolela qui certainement a fait ses calculs, ainsi qu'Okombi Salissa et Tsatsi Mabiala aussi, c'est-à-dire que tous ces beaux mondes sont en embuscade pour 2016, en espérant mettre hors d'état de nuire le président Denis Sassou Nguesso. Donc il y a déjà ces ambitions qui cohabitent et qui sont d'accord à minima pour faire échec au projet de se représenter du président Denis Sassou Nguesso, mais une fois que ces projets seraient atteints ou si jamais c'est atteint, les ambitions vont remonter en surface. Et moi je pense que déjà cette coexistence des ambitions quelque part, ça a un peu joué contre l'opposition, donc il y a ça, cette désorganisation. Et aussi le fait que l'opposition n'avait pas un vrai plan. Voilà, c'est-à-dire que le fait de dire aux jeunes que le 20 octobre c'est la désobéissance civile, c'est bien, mais il faut l'organiser la désobéissance civile. Parce que c'est quand même extraordinaire que quand on sait que Mathias Nzon, son fief, c'est plus, on sait, dans les quartiers nord, en tout cas à Brazzaville, Okombi Salissa, il nous a joué le jeu du KDMJ, qui serait le leader de la jeunesse, notamment dans les quartiers nord. Et quand on a constaté le 20 octobre, quand il fallait précisément faire la preuve de sa popularité, on a constaté que c'est plus dans les quartiers sud de Brazzaville que les jeunes se sont mobilisés, alors que dans les quartiers nord, supposés être les fiefs, donc je dirais de Mathias Nzon, Clément Mirassa et Okombi Salissa, puisque la politique au Congo c'est une affaire de tribus, rien n'a bougé. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un problème de coordination entre les opposants originaires du nord du Congo et les opposants originaires du sud. Les opposants originaires du sud, on peut dire qu'ils ont mouillé le maillot, puisque les jeunes sont bien sortis de Pointe-Noire jusqu'à Bakongo, ça a été efficace, mais on peut se questionner sur la coordination, sur l'implication active des opposants originaires du Nord. Donc cette question mérite quand même d'être posée et d'être débattue au sein de cette opposition pour savoir pourquoi la mayonnaise n'a pas pris dans ces quartiers, comment y remédier pour l'avenir. Donc il y a ça, il y a un manque de coordination, peut-être même, moi je ne vais pas faire des procès d'intention, mais je pense que c'est plus un manque de coordination et d'efficacité. Et aussi, il faut dire qu'il y a aussi le fait qu'il y a un peu la politique de l'improvisation. On improvise, on dit bon, on va faire et puis on verra. Moi je pense que quand on a affaire à un régime qu'on veut renverser, un régime dont le fondement est la force, on ne fait pas les choses à la légère. Alors soit on fait ou on ne fait pas. Quand on fait, on doit être sûr de son plan, sûr de ses appuis et sûr donc du contexte international, sous-régional, et être sûr que c'est le moment, l'opportunité du moment. Donc je pense que l'opposition gagnerait à avoir des cellules de travail, de prospection pour des gens qui imaginent des stratégies, qui imaginent des scénarios et puis qui aussi recherchent des moyens pour les mettre efficacement en œuvre. Sinon, ça ne sert pas d'envoyer des jeunes à l'abattoir. Donc il y a aussi le problème de la corruption. Alors le problème de la corruption, voyez-vous, c'est un peu grave parce que au Congo, vous savez, la principale source d'enrichissement, c'est l'État. Donc c'est l'État. Donc, ce qui fait que ceux qui contrôlent l'État, c'est eux qui ont les richesses et qui ont l'argent.
Et donc, souvent, les opposants sont un peu fragiles parce que la plupart de ces opposants sont des retraités. Voilà. Et quand on est retraité au Congo, bon, on sait un peu que la pension, ça ne vient pas tous les mois. Donc, il y a ça. Et certains sont députés. Alors, on ne sait pas combien un député congolais gagne par mois. On ne sait pas. Et pour ceux qui sont dirigeants des partis, il paraît que il semble que ces partis ont aussi des aides de l'État. Alors, ces aides sont évaluées à combien, on ne sait pas. Donc, je pense que ce serait quand même intéressant pour les opposants de ne pas faire de l'activité politique comme un moyen de surenchérir sur sa valeur politique et la vendre. Voilà, parce que la politique au Congo est comme un marché. Il y a le marché de la politique où on espère qu'en entrant en politique, bon, il faut augmenter sa valeur politique, c'est-à-dire en se faisant un nom. Une fois qu'on développe sa valeur politique, on peut donc la marchander. Et on la marchande au plus au fond, et en général, le plus au fond, ce sont ceux qui contrôlent l'État et qui ont les richesses de l'État. Donc, les mécanismes de la corruption au sein de l'opposition, je ne citerai pas les noms, mais je pense que c'est lié au fait que les opposants doivent, déjà pour renouer la confiance avec la jeunesse, déjà publier, officialiser leurs sources de revenus. Dire par exemple que moi je suis député, je gagne tant à la fin du mois, voilà, l'UPADES par exemple, chaque fin du mois reçoit telle subvention, tel montant de subvention de l'État, pour que tout soit transparent. Parce que si le peuple ne sait pas, le peuple peut légitimement se questionner comment les opposants font pour vivre au Congo. Donc il y a cette question qui crée une crise de confiance entre les leaders de l'opposition et la population, notamment la jeunesse, qui quelque part aussi peut constituer un frein à la mobilisation. Donc moi je pense que la jeunesse congolaise devrait, à mon avis, ne plus se fier aux opposants, je vais dire aux leaders politiques actuels. Je ne dis pas qu'ils sont tous pourris, je n'ai pas de preuves objectives pour soutenir ça, mais au regard des faits, je pense qu'il se pose une question de culture politique parce que c'est des aînés qui pour la plupart viennent de l'école du PCT, donc on sait bien le PCT, quelle est leur école, c'est le marxisme-léninisme, c'est-à-dire que le pouvoir est au bout du fusil, donc la politique est faite de violence, c'est-à-dire que c'est la force, le plus fort qui l'emporte, il y a ça, et puis il y a la manipulation de l'ethnie, c'est des gens qui n'ont pas d'idée politique, ou ce qu'ils disent comme idée, c'est plus du verbiage que la réalité, leur ancrage politique, c'est l'ethnie. Donc je pense que la jeunesse congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit inventer une nouvelle manière de faire la politique, doit se réconcilier avec elle-même, parce que les jeunes n'ont pas de problème. Moi, je prendrai mon exemple, moi je suis né à Pointe-Noire, et j'ai grandi à Texaco-la-Tchémé, à Wenze. Je ne me suis jamais posé la question à cette époque de quelle région venaient mes parents ou autres. Donc on était là, on cohabitait avec les jeunes de Texaco-la-Tchémé, et je parle aussi bien le Kikongo que le Lingala. Donc là, sur ces points, je n'ai aucun problème, je me sens entièrement congolais. Je pense qu'au niveau de la jeunesse, il y a moyen, pour les générations à venir, de se préserver de cette manière que nos aînés ont fait la politique et qui nous conduit aujourd'hui dans une impasse. Et l'impasse d'aujourd'hui, c'est précisément, ça va être une alliance nationale citoyenne pour faire échec aux gens qui sont actuellement au pouvoir et instaurer une vraie démocratie, soit on se dirige nécessairement vers une confrontation qui, ma foi, risquerait encore de faire beaucoup de morts. Voilà, donc ça, c'est ce que nous, on ne souhaite pas. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que le Congo-Brazzaville vive encore une guerre. Donc, je me dis que ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui le détiennent par la force, l'exercent par la force et s'imposent par la force. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et je pense que la jeunesse doit inventer une nouvelle manière de s'organiser pour faire échec à tout cela. Voilà, donc nous nous organisons en tout cas et nous disons que nous allons faire tout ce qui est dans notre possibilité pour faire en sorte que ces gens qui sont en train d'enfoncer le pays dans les ténèbres ne puissent plus rester là pour longtemps. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces points. Merci beaucoup.
Je vous remercie pour votre intervention, Monsieur Brice Nzamba. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, Madame Fraison. Et nous informons nos téléspectateurs que nous ferons régulièrement des vidéos concernant l'actualité du cercle La Rupture, ainsi que des analyses sur la situation politique au Congo. Merci beaucoup. Merci. Ça se passera pas comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là, il a une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non mais ça va pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là.